Merci d'être resté avec nous. Se laver les mains de façon répétée, vérifier sans arrêt que le fer à repasser est bien éteint ou encore remettre des objets systématiquement à leur place et surtout bien alignés. Aujourd'hui, on va parler des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. L'ordre, la propreté, la symétrie. Les personnes qui souffrent de TOC peuvent aussi être envahies par des doutes ou des peurs irrationnelles, comme la peur de commettre des actes violents et de nuire à leur entourage. Cette maladie, qui peut être très handicapante au quotidien, touche 2% de la population. Il s'agit de la 4e pathologie psychiatrique la plus fréquente après les troubles phobiques, les addictions et les troubles dépressifs. Alors comment différencier un TOC d'une simple manie? Quelles en sont les causes et surtout quels sont les traitements existants? Est-ce qu'on peut guérir d'un TOC? Pour répondre à toutes ces questions, le docteur Franck Lamanière, qui est psychiatre. Bonjour. Bonjour. Et dans quelques instants, on écoutera un témoin qui va nous rejoindre, qui a souffert de TOC depuis son enfance. Et qui souffre d'un retard de train. Et ça, il n'y peut rien. On nous demande donc la différence justement entre une manie et un TOC. Alors justement, j'ai écrit un livre là qui doit sortir le 3 février, qui doit s'appeler TOC ou pas TOC. Et justement, il y a des petites manies qui ne sont pas des TOC. Ce qui va définir le TOC avant tout, c'est l'incapacité à faire autrement, à ne pas faire la chose en question. Par exemple, un buveur excessif, un alcoolique, l'alcoolique c'est celui qui a perdu la liberté de ne pas boire. Dans les TOC, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on peut supporter que le verre soit là complètement au bord, mais dans le TOC, c'est insupportable. On ne peut pas faire autrement. D'accord. Les TOC peuvent-ils être héréditaires? Certains d'entre eux seulement, lesquels? Alors, il y a des familles de TOC. Alors, il y a indiscutablement, on peut dire presque l'immense majorité des TOC, un terrain génétique qui fait qu'il y a une prédisposition à avoir des TOC. Alors, il ne faut pas confondre justement cette prédisposition et des facteurs déclenchants. Il y a des facteurs déclenchants qui sont, les grands facteurs déclenchants qui ont été identifiés, c'est tout ce qui augmente la responsabilité, avoir un enfant. Par exemple, dans un groupe de 59 mères, 39% rapportaient le début de leur TOC pendant la grossesse. Le fait et tout ce qui est en rapport avec la perte, le décès d'un proche, la perte d'un emploi, mais tout stress en général peut, comme on se ferait une poussée de bouton, je dirais faire une poussée de TOC. Oui, mais chez quelqu'un de prédisposé. Voilà, mais justement l'immense majorité des gens qui ont des TOC ont un terrain, une prédisposition, je pense. Mais quand ça apparaît comme ça à l'âge adulte et qu'on fait l'interrogatoire des patients, on ne trouve rien dans l'enfance? Souvent si. Alors justement, des choses que la personne adulte, elle pensait que tous les enfants avaient ça, mais tous les enfants n'ont pas ça. Par exemple, ils avaient besoin d'aligner, ou ils faisaient des prières pour que les parents ne meurent pas, des petites choses un peu magiques que certains enfants qui n'ont pas de TOC par la suite ont, mais on retrouve très fréquemment chez des gens qui ont des TOC à l'âge adulte, si on les interroge précisément, des petits rituels, des petites choses de l'enfance. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir chez un enfant qui doit alerter les parents? Alors, je ne sais pas s'il faut trop alerter les parents et trop psychiatriser trop jeunes, mais bon, de toute façon, s'il faut psychiatriser et consulter, ça veut dire ils vont s'en rendre compte. Ils font des choses, alors ce qui va chez les enfants, moi je ne m'occupe pas d'enfants, mais c'est connu. Par exemple, la mère va venir poser un truc sur le lit de l'enfant, et puis il va tout casser parce que il a fait un truc d'intolérable. Soit il a souillé le lit, soit elle a mis un désordre, en tout cas, où on est venu déranger un truc dans sa chambre, et ils font des colères. Souvent, les enfants font des colères quand on vient perturber leur bon ordonnancement de la maladie TOC. Alors, il y a des TOC dont on parle régulièrement, le lavage des mains, le fait de retourner voir si le gaz est fermé, etc. Il y en a d'autres qui sont moins connus, notamment un qui consiste à se demander si je regarde Marina, par exemple, en me demandant toute la journée si je l'aime vraiment. Voilà. Il y a des gens qui sont obsédés par ça. Ce sont des choses plutôt... Non, mais j'aurais pu. Alors, ça viendra peut-être un jour aussi. J'ai écrit pour ce livre-là qui va bientôt sortir pour justement faire une sorte de petite encyclopédie des TOC où il y a plein de TOC différents que les gens ne connaissent pas. Il y a les TOC besoin de savoir, les TOC besoin de se souvenir. Et dans une variante de ce TOC besoin de savoir, c'est une personne qui est avec son conjoint, puis d'un seul coup lui vient la pensée comme ça. Ah, si ça se trouve, je l'aime pas vraiment. D'abord, il y a le schéma de perfection dans les TOC. Faut être sûr. D'abord, faut être sûr à 100%. Et puis, sans la moindre doute. Bon,
Mais des questions comme ça, alors, tout le monde se les tout le pose. monde s'en pose, sauf que vous, bon, vous balayez, bah oui, je l'aime bien, Marina, c'est bien. Hein, mais y penser 8 heures par jour pendant 3 ans, là, je peux vous dire, c'est du TOC. La personne, elle est assiégée. La pensée, c'est le questionnement. Et la compulsion, là, en l'occurrence, c'est l'acte mental volontaire d'apporter une réponse, le besoin d'apporter une réponse à cette question et une réponse avec une certitude absolue, ce qui est évidemment impossible. Alors dans quelques instants, vous nous expliquerez quelle est la prise en charge et notamment on va parler de thérapie comportementale et cognitive, vous nous donnerez des exemples, mais d'abord on va parler de cas sévères. Oui, parce que parfois quand les TOC sont importants, une hospitalisation dans des centres spécialisés est nécessaire. C'est le cas d'Élise que Céline Morel et Mathieu Vibaud ont rencontré dans une clinique située près de Lyon. Élise est arrivée au terme d'une hospitalisation de plusieurs semaines pour soigner ses TOC. Bien. On va faire le point puisque vous sortez dans 3 jours. À seulement 25 ans, cette patiente a déjà une vie bien remplie de TOC. Tout commence vers l'âge de 12 ans. Par peur de tout oublier, Élise note par écrit absolument tout ce qu'elle doit faire. Se laver, manger, s'habiller. Et à ce TOC de liste s'ajoute rapidement un TOC de rangement. Parfois, je rentrais des cours et je faisais que du rangement. Ça pouvait me prendre plusieurs heures. Pareil pour les listes. Les listes, j'en faisais pendant les cours, donc parfois, j'arrivais pas à suivre les cours. Donc, c'était compliqué. Et avec l'âge, les TOC et les rituels prennent de plus en plus de place dans sa vie. J'avais besoin, avant de dormir, que vraiment l'appartement soit parfait. Donc, je mettais mon copain dehors vers 21h, 22h et je toquais jusqu'à 3h du matin. Une situation devenue invivable. Après plusieurs semaines passées dans cette clinique, Élise va mieux, même si les listes n'ont pas encore totalement disparu de son portable. Il faut que je réponde à mes mails, il faut que je réponde à un SMS, que je fasse mes comptes, que je prenne rendez-vous avec le psychiatre à Strasbourg. Avant sa sortie, la psychiatre évalue ses progrès. Alors, cette peur d'oublier, quand vous êtes arrivé à la clinique, il y a quelques mois, elle était cotée, par exemple, de 0 à 10. On l'a cotée à combien, cette peur-là ? À 9. À 9. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, vous la coteriez à combien ? Je pense à 3. À 3. Ouais. L'hospitalisation fait qu'ils s'occupent d'eux tout le temps, qu'ils sont aidés par les autres patients et par les soignants. Ils ont des tas d'informations qu'ils n'ont pas dehors. Et moi, je les vois tous les jours. Les infirmiers aussi. Donc forcément, il y a tous les atouts pour avancer. S'il fallait coter l'handicap de vie, 0, j'en ai pas. Ouais. 3 important, 4 sévères. Qu'est-ce qu'on mettrait 2 à cause aussi, des listes? ouais. 2, d'accord. Le temps passé au rituel. 4, c'est plus de 8 heures. 2, c'est entre 1 heure et 3 heures. C'est 2. C'est Ouais, 2. c'est pas plus que 3 heures. On est à 21 sur 40. Ouais, et en arrivant, j'étais à 36. Bah, c'est vrai que là, ça fait quelques minutes qu'on parle. Avant, je me serais ruée sur mon portable parce que il y a plein de choses que j'aurais eu envie de noter. Là, je vois déjà que ça a progressé parce qu'il y a moins de choses que j'ai envie de noter et même les choses qui viennent comme ça à mon esprit et qui me disent note-moi, et j'arrive à les laisser passer et à me dire non, c'est pas important. Tout ça, alors, On a des gens qui partent avec 80% d'amélioration, quoi. Voire qui ritualisent plus et qui ont plus de TOC. Moi, je fais tout pour que les gens arrêtent de ritualiser. Les aider à arrêter complètement. Parce que si j'arrête pas de ritualiser, mon TOC, je l'ai à vie. Hein. Voilà. Et les gens peuvent le faire, il y en a plein qui arrivent. Je vois pas pourquoi il faut... C'est ça aussi que les gens ont ici. Ils disent, mais elle y arrive, lui, il y arrive, pourquoi pas moi, quoi. Pour Élise, la bataille n'est pas finie. Une fois rentrée chez elle, elle devra poursuivre ses efforts pour garder la maîtrise de ses TOC. Voilà, pour qu'on comprenne bien, donc, on nous demande quels sont les exercices proposés en thérapie comportementale et cognitive pour venir à bout de TOC. En pratique, comment ça se passe ? Alors, pour reprendre ce que vient de dire Monique Ray, l'ennemi du TOC, c'est la compulsion. C'est-à-dire qu'il faut peut-être revenir sur les définitions. Qu'est-ce que c'est une obsession ? C'est une pensée, une image mentale, une impulsion qui est involontaire. Ça arrive dans la tête, on n'y peut rien. Ça crée du mal-être et ça pousse à faire une compulsion. Alors une compulsion, c'est un acte volontaire, un acte mental, penser volontairement à quelque chose, ou un acte comportemental, faire quelque chose,
volontaire mais au caractère obligatoire et que l'on fait pour se sentir mieux. Ce qui a été prouvé dans les TOC, et là je la rejoins tout à fait, c'est que les compulsions aggravent les TOC. C'est-à-dire que l'ennemi à combattre, c'est la compulsion. Si les téléspectateurs ne retiennent qu'une chose, c'est que à chaque fois qu'ils réussissent à ne pas faire une compulsion, ils vont vers la guérison. À chaque fois que malheureusement ils s'y adonnent, ils vont vers l'aggravation. Partant de là, il y a une technique justement de thérapie comportementale et cognitive qui s'appelle l'exposition avec prévention de réponse, qui va consister à exposer le patient à ce qu'il redoute, avec son accord bien sûr, et à ne pas émettre la compulsion que cette situation génère. Exemple, on va toucher le dessous de la table, je ne sais pas si c'est très propre, ça me donne l'envie furieuse d'aller me laver les mains, et là, malgré cette impression de saleté désagréable, je vais attendre que cette impression de saleté parte avec le temps et non pas en allant me laver les mains. Voilà, grosso modo, comment ça se passe. On imagine que, vu l'angoisse que ça peut générer, que tout le début des séances se passe en face du psychiatre. Hein. Parce que si c'est à domicile, c'est ingérable, ça doit être très angoissant. Bien sûr, il ne faut pas se bercer de l'illusion. Il y a des thérapeutes qui pensent que il faut, à chaque fois que c'est possible, faire des exercices avec le patient à son cabinet. Parce qu'il ne faut pas se bercer de l'illusion que s'il ne fait pas déjà en présence du thérapeute, il va le faire tout seul chez lui. Ça, c'est une aberration. Il faut d'abord travailler en présence du thérapeute et ensuite, ça devient accessible à la maison. Donc, et on peut le faire aussi en groupe, Michel. Oui, c'est le plus souvent la prise en charge médicale des TOC qui est individuelle, comme on l'a vu dans le reportage précédent. Elle peut aussi être collective, effectivement, sous forme d'atelier. Céline Morel et Mathieu Vibo ont suivi un cours de théâtre où tous les comédiens sont des patients hospitalisés pour des TOC. Ton TOC est ton seul maître auquel tu dois te soumettre. Alors là, bien sûr, c'est le commandement du TOC. C'est ce qu'il faut arriver. Chaque commandement, il faut arriver à s'en défaire. Au rituel, toujours tu te plieras. Le TOC, tu aimeras, et pourtant il te détruira. C'est pour réussir à se défaire des commandements de leur TOC que tous ces patients sont hospitalisés. Le doute et la culpabilité, présent. Ouais, quand même. Encore un petit peu. Présent. Archi présent. Oh, présent, mais moins qu'avant quand même. Se laver les mains pendant des heures, tout vérifier tout le temps, croire que l'on pourrait provoquer la mort d'un proche par la simple pensée. Ici, les rituels et les TOC sont variés, des TOC qui vont aujourd'hui prendre la parole dans un jeu de rôle. Bonjour, moi je suis le TOC de Muriel. Alors moi je lui fais croire qu'elle pourrait se brûler, qu'elle pourrait s'abîmer, donc en fait je lui dis qu'il faut qu'elle se lave. Et elle le fait ? Et elle le fait. Ne laissez jamais les gens se moquer de vous, mais vous, moquez-vous de votre TOC. Plus vous vous moquez, plus vous prenez la main, d'accord ? Il joue avec vous toute la journée. Il vous donne des cartes, tac, vous prenez les cartes et vous jouez. Là, je veux plus que vous jouiez avec lui. Je lui fais croire que si elle fait pas plein de trucs avant de manger, elle va grossir. J'ai même réussi quand elle fait son ménage à lui faire des comptages. Tu vois, genre, si elle fait pas ça 5 fois, elle va prendre 10 kilos, ou tu vois, mais... Moi, je vous demande d'accepter d'abord ce TOC qui vous envoie des obsessions. Vous êtes bien obligé de les accepter puisqu'elles sont là. Par contre, je vous demande de ne pas y croire. Je fais croire maintenant à ce crétin que je vais attaquer son fils de 2 ans et son épouse, que je vais lui faire perdre tout. Et donc, il est venu maintenant à la clinique et il croit qu'il va s'en sortir, mais je vais tout faire pour qu'il ne s'en sorte pas. Vous avez très très peur et il n'y a pas de vrai danger. Et ça, c'est assez long à se le mettre en tête. Le but de cet exercice, c'est vraiment de prendre de la distance avec votre trouble, de voir qu'il y a vous et il y a le trouble. Quand vous arrivez, le trouble et vous ne font qu'un, et à mesure que vous avancez dans la thérapie, ces deux personnages vont tout doucement se séparer. Participer à ce jeu de rôle et être en groupe permet d'échanger sans tabou, sans peur d'être jugé. Quand je suis arrivée là, c'est vrai qu'on se sent moins fou, quoi. On se sent compris et c'est bénéfique. Enfin, franchement, moi, ça soulage en fait, parce qu'on se dit en fait, on n'est pas fou, enfin, on n'est pas si fou que ça, parce que c'est vrai que mon entourage, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour une dingue et c'est super dur à vivre, quoi. Franchement, c'est dur à vivre. J'attends beaucoup de cette thérapie. J'en ai fait à l'extérieur, mais ça n'a jamais marché, donc là, je me dis que cette fois, ça va peut-être marcher.
On s'applaudit. Pour beaucoup, l'hospitalisation va durer plusieurs semaines, le temps pour chacun d'affronter ses peurs et d'affaiblir, voire d'éliminer ses rituels et ses tocs. Voilà, et avec nous pour témoigner, Léo Garnier. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'être arrivé. Encore un peu, mais merci d'être venu. Alors, vos premiers tocs, vous, sont apparus dans l'enfance. Vous aviez à peu près 10 ans. C'était quoi ces premiers tocs? Du coup, c'était surtout des tocs dont les rituels étaient mentaux, plutôt que physiques. Donc ça pouvait être des tocs de toutes sortes. Alors, notamment, par exemple, c'était peut-être ce qui me dérangeait le plus, ce qui m'handicapait le plus, ça pouvait être par exemple peur d'être une mauvaise personne. Bon, un exemple, par exemple, quand je pouvais regarder un film ou lire un livre ou voir un mauvais comportement dans la rue ou durant un film, voilà. Je pouvais avoir l'angoisse de faire la même chose. Faire la même chose dans le futur, en fait. Et du coup, le TOC, en fait, nous oblige à ritualiser, à faire des rituels pour du coup annuler cette angoisse. Alors c'était quoi du coup le rituel? Du coup, les rituels, ça pouvait être donc du coup une répétition de phrases dans sa tête ou à voix haute si on est tout seul, bien sûr. Contrer ça? Pour contrer ça. Alors après, c'est des rituels très complexes. Il faut le faire un certain nombre de fois, des phrases très particulières. Où il faut se forcer à penser à certaines choses pour se persuader qu'on n'est pas une mauvaise personne. Tout un tas de choses qui nous rassurent et qui permettent d'annuler de l'angoisse. Dans l'enfance, ça vous gênait, ça vous handicapait d'une manière quelconque ou pas? Oui, c'est très très difficile parce que du coup, on ne pense qu'à ça, ça nous angoisse et on passe notre temps soit à être angoissé, soit à ritualiser en fait. Et du coup, on ne peut pas vraiment profiter de ce qu'on a envie de faire, de la vie, de toutes les choses de la vie courante. Et en plus, vous cachiez tout ça, hein, vous en parliez... J'en ai pas parlé pendant longtemps. Pourquoi? Pardon, pourquoi? Parce que du coup, non seulement ça se voyait pas, donc déjà les autres ne le savaient pas, et puis je pensais pouvoir m'en sortir seul, ou alors que le TOC allait partir de lui-même en fait. Et donc j'ai voulu toujours essayer de m'en sortir seul, et jusqu'au moment où c'était plus possible de vivre comme ça, et j'en ai parlé. Est-ce que quand vous aviez ces rituels, etc., vous disiez c'est quelque chose de pas normal? Vous aviez peut-être entendu parler déjà des TOC, vous vous demandiez ce qui se passait dans votre tête, ou vous disiez voilà, je suis comme ça, c'est pas... Je savais de toute façon que c'était pas normal, parce que je voyais que ça m'handicapait, ça me faisait souffrir et c'était vraiment pas normal. Et alors, je savais ce que c'était des TOC, mais Vous n'aviez pas fait le rapprochement avec ce que vous aviez? Peut-être que je m'en doutais un petit peu, mais j'étais peut-être pas sûr de moi que ce soit ces troubles. Voilà. À quel âge vous en avez parlé à vos parents? À l'âge de 20 ans. En fait, quand vous avez fait vos études supérieures et que vous C'est ça. n'êtes pas arrivé à les faire, Je quoi. ne pouvais plus suivre et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé, ouais. Donc j'ai attendu 10 ans pour en parler. Donc vous avez vu évidemment un psychiatre? Oui. Et qui a fait quoi? Du coup, alors j'ai vu... en premier, j'ai vu un psychiatre, un psychiatre sans hospitalisation. Donc j'ai eu une prise médicamenteuse, mais j'ai pas eu... Des antidépresseurs, c'est ça? Oui. Oui. Et j'ai pas eu il n'y avait pas de thérapie en fait, parce que c'était pas un psychiatre qui était compétent pour soigner les TOC. J'ai rien fait. Et du coup, ça ne m'a pas du tout aidé. Puis les médicaments seuls, ça ne suffit pas. Il faut une thérapie, c'est le principal. Et du coup, c'est par la suite que je me suis fait soigner du coup au sein d'une clinique à mes yeux, à côté de Lyon, la clinique Lyon Lumière. Et là, vraiment, le personnel était très très compétent pour soigner ces troubles-là, et c'est vraiment ici que je me suis soigné. Ouais. C'est quoi la place des médicaments? Parce que là, donc, on lui a donné un antidépresseur qui manifestement n'a pas été efficace. Alors, oui, justement, dans le livre, j'ai fait un chapitre sur les rapports entre la thérapie comportementale et les médicaments. Souvent, les médicaments seuls, ils peuvent apporter un certain soulagement, mais si on ne fait pas la thérapie également, on ne guérit pas vraiment. Et parfois, la thérapie seule, on n'arrive pas à la faire parce que c'est trop dur, et il faut des médicaments pour faire la thérapie. Et c'est souvent la synergie des deux qui permet de remporter le morceau et parfois de guérir complètement des TOC. Il y a des gens qui n'ont plus de TOC, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, je suis soigné, oui. Ah, super. Vous n'avez plus de TOC du tout? Je suis soigné, non. Et c'est vraiment, du coup, suite à ce séjour du coup, dans cette clinique que j'ai fait tous ces progrès, quoi. Voilà. Et alors, du coup, vous êtes impliqué dans l'Association française des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, l'AFTOC. Vous aidez d'autres patients? Du coup, alors oui, c'est une association qui organise des groupes de parole dans différentes villes en France. Et du coup, moi, j'anime le groupe de Valence.
Et donc voilà, les gens qui sont concernés, donc soit directement, soit donc les proches, etc., peuvent venir donc avoir poser des questions, avoir des renseignements, expliquer. Je peux expliquer qu'est-ce qui a pu m'aider, comment je m'en suis sorti, quelles ont été les clés donc du coup pour se soigner. Et donc voilà, on a un but d'informer, d'expliquer ces troubles. Alors, vous disiez, et tant mieux, vous êtes sorti de cette affaire et que vous n'aviez plus de TOC aujourd'hui parce que vous étiez passé par une clinique, mais on va quand même expliquer que vous avez fait un premier séjour de 3 mois, oui. Un deuxième séjour de 3 mois. Donc on n'est pas, c'est pas, je rentre une semaine dans une clinique, je fais un peu de thérapie comportementale, on me met face à mes angoisses et puis ça part. Hein. Non, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, parce que du coup, c'est vrai que pendant 10 ans, j'ai accumulé des TOC et ça se soigne pas comme ça. En fait, c'est une thérapie qui est assez longue et qui demande des efforts, en fait. Et c'est vrai que le travail se fait progressivement, on s'expose à ses angoisses. Du coup, c'est vrai qu'au sein de la clinique, on sent vraiment les progrès, mais c'est important. Moi, ça a été important d'y rester longtemps pour pouvoir bien travailler. Ça veut dire que le jour de la sortie, parce qu'en fait, vous avez fait un deuxième séjour, parce qu'à la fin du premier, vous aviez repris quelques rituels. Donc, est-ce que le jour de la sortie, c'est la grande angoisse en se demandant si finalement tout ce qu'on a fait pendant 3 mois va être bénéfique? En fait, d'un côté, c'est vrai qu'on apprend tellement de choses à la clinique, des techniques, le fonctionnement des TOC, etc. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on a acquis et qu'on a appris, donc c'est super. Mais c'est vrai qu'en sortant, c'est difficile parce qu'on se retrouve un petit peu livré à nous-mêmes. C'est difficile. Et moi, dans mon cas, c'était prévu. Mon deuxième séjour était prévu pour finir la thérapie. Et depuis que je suis sorti, donc la deuxième fois, j'ai pas eu de rechute et tout va bien. Les proches savent pas toujours comment se comporter. C'est Valérie qui nous dit que son mari est atteint de TOC en voiture. Il a toujours besoin d'être rassuré. Exemple, le feu était bien vert. Demande-t-il tout le temps. Comment dois-je réagir? Comment se comportent les proches? Alors, c'est une question délicate parce que ce que l'on fait déjà, malheureusement, il ne faut pas arrêter brutalement de le faire. Théoriquement, le fait de poser une question, est-ce que le feu était bien vert? Est-ce que tu es sûr je n'ai pas renversé un cycliste sans m'en rendre compte? C'est une compulsion. C'est-à-dire demander aux proches qui va répondre mais non, t'as touché personne. Ça soulage. C'est comme un lavage de main, c'est une vérification, c'est une forme de vérification. On a vu tout à l'heure que les vérifications, les compulsions aggravaient les TOC. Donc, théoriquement, c'est à combattre. Mais on ne peut pas arrêter brutalement. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'un désengagement progressif, dans le cadre d'une thérapie. En tout cas, je suis très content de ce témoignage, parce que ce témoignage qui peur de faire des mauvaises choses, de devenir une mauvaise personne, c'est un TOC qu'on voit quand même, j'ai vu très souvent, et en particulier, il y en a qui ont ils ont l'image de quelqu'un de négatif et il faut qu'ils substituent l'image de quelqu'un de positif, sinon ils ont l'impression qu'ils vont devenir négatifs et perdre leur personnalité. Les TOC, peur de perdre sa personnalité, devenir quelqu'un de mauvais et faire des compulsions pour ne pas le devenir, c'est un TOC assez répandu, et à chaque fois qu'on parle d'un nouveau TOC comme ça qui n'est pas très connu, eh ben les gens se reconnaissent, ils mettent un nom sur la maladie. Ils savent que ça peut se soigner, comme monsieur qui maintenant va bien. Et d'ailleurs, vous voulez travailler maintenant dans une structure auprès de personnes qui ont des TOC? J'aimerais bien travailler, si là je suis en train de faire une formation qui peut me permettre plus tard de faire des projets au sein de cliniques, d'hôpitaux ou d'autres structures. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment travailler auprès de ce public-là pour pouvoir aider à mon tour et partager mon expérience. Et c'est vrai que le fait d'animer les groupes à Valence, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'ai envie de continuer dans cette direction. Quand vous en avez parlé à vos parents, ils vous ont dit qu'ils avaient remarqué des choses? Rien? Non, parce que c'était vraiment dans la tête, ou alors si c'était des TOC physiques, parce que j'en avais aussi, je le faisais quand j'étais isolé, seul, ou alors discrètement, et ça ne se voyait pas. Mais du coup, c'est vrai que ça ne se voit pas forcément. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler pour pouvoir Bien sûr. Après ensuite faire les choses pour se soigner. Ouais. Merci. Merci beaucoup. On va donner l'association. D'être venu, bien sûr, l'association française donc des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, laftoc.org. Et puis on attend avec impatience la sortie de votre livre. Voilà, la manière TOC ou pas TOC, reconnaître un trouble obsessionnel compulsif et le guérir. Ça paraît donc début février chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci beaucoup.